Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on fera le point sur les propos du patron d'Orange qui ont créé la polémique en Israël. On parlera du piratage de données de millions de fonctionnaires aux États-Unis. On vous présentera le court-métrage Aventure moderne dans notre dossier du jour. On parlera de l'Apple Watch qui doit faire face à une importante concurrence. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. On ouvre tout de suite cette édition avec le Premier ministre israélien qui ne digère toujours pas les propos tenus par Stéphane Richard, le patron d'Orange. Même si depuis cet incident, l'homme a fait marche arrière, Netanyahou l'a invité à venir s'expliquer en Israël, un sujet de Léa Volbert. La polémique ne désenfle pas. Ce dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publiquement invité le président du groupe Orange à venir expliquer ses propos en Israël. Mercredi, en déplacement au Caire, Stéphane Richard avait annoncé son intention de mettre fin à l'accord de licence permettant à Partner d'utiliser la marque Orange. Depuis, il s'est plusieurs fois excusé, arguant que ses propos avaient été sortis de leur contexte, puis mal interprétés. Il réfute toute tentative de boycott d'Israël. Il s'est entretenu au téléphone avec le vice-premier ministre israélien Sylvan Shalom. Il a accordé plusieurs interviews à différents médias israéliens, déclarant entre autres « Nous aimons Israël ». Pas suffisant pour Partner ni pour Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé sur le sujet ce dimanche matin. Face aux tentatives de nuire à Israël en mentant, en portant de fausses accusations et en imposant un boycott, nous devons nous unir, à droite comme à gauche, comme un seul homme pour repousser les pressions, dénoncer les mensonges et attaquer les assaillants. La polémique prend désormais une tournure politique. Israël soupçonne Orange d'avoir réagi à un rapport publié le 6 mai dernier. Un rapport accusant le géant français de la téléphonie mobile de soutenir indirectement la colonisation via Partner. Monsieur Richard, le patron d'Orange, peut définir tout à fait la stratégie commerciale, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas question qu'on se lance dans un boycott qui n'est pas reconnu par le droit international. Voilà. Pourtant, la Chine n'a pas hésité dernièrement à exercer un chantage sur Israël. Pékin a annoncé refuser de signer un accord permettant à ses ressortissants de venir travailler en Israël. Émettant toutefois une réserve, les négociations seront ouvertes si Israël promet que ses travailleurs chinois n'exerceront pas dans les implantations en Cisjordanie. Le week-end prochain, le milliardaire américain Sheldon Adelson, entouré des représentants de plusieurs associations juives, organise une conférence à Las Vegas pour tenter de trouver des solutions pour endiguer les actions de boycott du BDS. Et c'est l'une des plus grosses offensives numériques menées par les Chinois contre les intérêts américains. Le gouvernement vient d'annoncer la détection du piratage informatique de données personnelles de 4 millions d'employés fédéraux. Cette cyber-intrusion aurait été détectée en avril 2015 par l'Office of Personnel Management et aurait été mise en place au mois de décembre. Il s'agirait ici du deuxième piratage majeur perpétré par la Chine. En cas de fraude et de vol d'identité, les victimes de ce piratage devraient être dédommagés à hauteur d'1 million de dollars. Josh Earnest, le porte-parole de la Maison-Blanche, s'est exprimé à ce sujet. On l'écoute. L'étendue de la cyber-intrusion fait l'objet d'une enquête du FBI. Les experts en la matière travaillent en ce moment même pour comprendre l'étendue de cette intrusion et aussi pour trouver qui est responsable pour pouvoir prendre les mesures nécessaires afin de forcer les individus responsables à répondre de leurs actes. Je ne peux entrer dans les détails de nos conclusions au sujet de qui ou de quel pays est responsable de cet incident. Mais en ce qui concerne la Chine, vous savez tous que le président a fréquemment mis sur la table la question des activités de la Chine dans le cyberespace et fait part de ses inquiétudes sur ce sujet, y compris lors de chacune de ses rencontres avec le président chinois.
Et des clichés saisissants sur Internet. En quittant les zones contrôlées par Daesh, des femmes ayant fui l'État islamique se libèrent de leur burqa en territoire kurde. Prises puis partagées sur Twitter par le photographe Jacques Chahine, ces photos connaissent un vif succès, comme vous pouvez le voir sur ces clichés. Dès leur arrivée dans les zones kurdes, ces femmes jettent au sol leur burqa noir et expriment leur joie de se sentir à nouveau libres, un acte symbolique et plein de courage. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec un court-métrage qui dénonce la routine de notre activité numérique pour privilégier les relations humaines et la découverte du monde. Notre société nous propose des rencontres éphémères et une addiction au smartphone. L'exemple le plus flagrant est certainement l'ensemble de ces couples au restaurant où chacun reste face à son téléphone. Regardez. Montrer qu'on est beau, qu'on est libre, et puis surtout qu'on est heureux, même si en vérité, cette routine, elle nous abîme chaque jour un peu plus. L'amour devient affection, qui devient amitié. On s'attache même plus, on crée des relations à durée limitée, des sex friends, alors qu'en vrai, on n'est même plus des amis. Puis on se sépare, bien entendu, car notre couple n'est pas assez bien et notre vie pas assez parfaite. On se dit qu'il y a sans doute mieux ailleurs. Et on recommence. Match, message, regard, conversation banale. Café, rire qui sonne faux, ciné, sourire forcé, dîner, rencontre stérile, intimité, journée routinière minable et déprimante et... Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Apchi. Vous êtes le réalisateur de ce court-métrage. Alors, pourquoi avoir ressenti le besoin de le réaliser ? Alors, je pense que c'était un sujet qui me touchait un petit peu parce que j'ai 23 ans, donc je suis un peu ancré dans cette société et dans cette façon de vivre et de communiquer. Et aussi parce que j'avais depuis longtemps envie de me lancer dans la réalisation et que c'était un sujet assez global et assez intéressant pour être je pense, traité en premier court-métrage. Donc c'est une partie de votre vie que reflète finalement ce court-métrage ? Une partie de ma vie, oui, probablement, mais aussi une partie de la société, en fait. C'est aussi la société telle que moi je la vois. Et l'aventure moderne, on le voit, se termine bien. Pensez-vous que ce soit possible de se déconnecter dans cette société moderne ? Ouais, je pense que c'est une décision personnelle et individuelle et que, en soi, c'est un peu des chaînes qu'on se met nous-mêmes. Donc je pense qu'effectivement, c'est possible avec un petit peu de volonté de sortir un peu de ce carcan de connexion. Alors finalement, avec ce court-métrage, vous avez certainement utilisé Internet, donc vous vous êtes connecté. Est-ce que vous avez réussi, vous, aujourd'hui, à vous déconnecter ? Oui, c'est très personnel. Je pense y avoir réussi, même si c'est un travail en soi d'essayer de ne pas trop glander sur Facebook et de ne pas trop se connecter en ligne. Après, ce que je mets en avant dans ce court-métrage, c'est le fait qu'il y a une surconsommation des réseaux sociaux et d'Internet. Mais je dis pas du tout qu'en soi, le médium Internet est mauvais ou néfaste. C'est pas du tout ce que je pense. Et d'ailleurs, oui, j'utilise pour publier mon court-métrage et j'utilise aussi pour communiquer beaucoup. Et quel est le message que vous voulez transmettre à nos téléspectateurs aujourd'hui et puis aux personnes concernées par ce court-métrage ? Que c'est possible en fait, c'est possible de faire d'autres choses, de vivre des aventures, de partir, juste en fait, ça demande qu'une seule action, c'est de fermer son portable et puis voilà quoi, c'est tout à fait faisable. Et je pense que c'est important parce qu'on est aussi dans une époque où on essaie de nous faire comprendre que c'est plus compliqué de rêver en fait et de faire des choses parce que tout semble un peu compliqué et on a une certaine appréhension et en fait peur à fabriquer, à créer et à juste partir en fait, à se déconnecter quoi. Et le temps qu'on passe sur Internet, eh bien on le perd certainement à faire d'autres choses, comme de la photographie par exemple ? Par exemple, parce que moi la photographie c'est ce qui me touche, mais après je suis pas en train de dire à tout le monde arrêtez et venez faire des photos, mais je pense qu'on a tous des passions, des choses, des activités un peu plus personnelles à développer que quelque chose de très routinier comme traîner sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Et quels sont les retours que vous avez eus sur ce court-métrage ? Alors ils sont assez variés, j'ai eu pas mal de retours assez positifs. Enfin, la plupart sont même très positifs parce que c'est un sujet, j'imagine, qui touche et qui intéresse des gens. Après, j'ai aussi eu des gens un peu plus âgés ou
juste un peu différents qui m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas forcément touchés par le thème de mon court-métrage, ce que je peux tout à fait comprendre. Je pense que c'est important aussi de ne pas voir ça comme une sorte de leçon de morale où moi je me place au-dessus des autres et où je me permets de donner des leçons de vie. Au contraire, c'est ce que je dis à un moment dans mon cours, c'est que je me mets au même niveau que tout le monde et c'est ce conseil que je donne aux autres, c'est avant tout un conseil que je me donne à moi-même, quoi. Finalement, c'est un phénomène général. Merci pour toutes ces informations. En tout cas, bonne continuation. Et puis, vous restez avec nous parce qu'on continue avec notre rubrique high-tech. Le constructeur Bose revient en force pour nous proposer la deuxième génération de ses enceintes compactes, la SoundLink Mini 2. Cette enceinte garde le même format, mais elle change de couleur. Disponible en noir carbone et en blanc perle, comme vous le voyez sur ces images, eh bien, elle est désormais équipée d'un micro et peut donc faire office de kit main libre. Sa batterie est boostée à 10 heures au lieu de 8 heures d'autonomie. Autre point important, Bose peut désormais être rechargé avec un port USB. Et si Apple a fait une entrée fulgurante sur le marché de la montre connectée, ses rivaux, eux, ne se laissent pas impressionner. Samsung, Sony ou encore Motorola ont tout misé sur le design et la simplicité. Le salon Computex nous prouve que l'Apple Watch n'a qu'à bien se tenir. Un sujet de Sarah Koskiewicz. Apple a placé la barre tellement haut avec sa montre connectée que les seconds couteaux du marché ne cherchent même pas à rivaliser, faisant le pari du style, de la qualité et de la simplicité. Ce n'est pas encore une main bionique à l'écran holographique et processeur intégré, mais Apple a frappé un grand coup en faisant entrer dans l'Apple Watch un réveil matin, un téléphone, un ordinateur, une chaîne Hi-Fi, un thermomètre à mercure et une boîte à lettres. L'Apple Watch a défini la catégorie des montres connectées et fixé le cap pour les autres marques, note l'analyste américain Daniel Mate du cabinet d'études Canalys. Toutefois, le coût élevé de l'Apple Watch, qui démarre à $359 aux États-Unis et nécessite un iPhone récent pour fonctionner, laisse de la marge pour des appareils à plus bas prix. Les fabricants de montres utilisant Android, le système d'exploitation de Google, pourraient ainsi cumuler 20% du marché en 2020, selon IHS. À la 35e édition du Computex qui se tenait la semaine dernière à Taipei, le plus grand rendez-vous mondial de la high-tech après le CEBI de Hanovre, les rivaux directs d'Apple poussent leurs pions. Ils s'appellent Samsung, Sony, LG et Motorola. Le Taïwanais Asus doit lancer à cette occasion sa Zen Watch 2 sous Android Watch. Quelques marques moins connues tentent aussi de se faire une place sur ce marché naissant. Paradoxalement, si l'Apple Watch leur fait de l'ombre, elle les propulse également dans la lumière. L'Apple Watch, c'est de la publicité gratuite pour des marques moins célèbres, comme la nôtre. Elle suscite un intérêt plus large pour les montres connectées, analyse Christophe Araton de la société américaine Omate, qui a lancé sa première montre intelligente en 2013. Ces montres sont avant tout esthétiques ou pratiques. La dernière création en date, la Racer, est destinée aux sportifs avec son design rudimentaire, son aspect plastique et sa gamme monochrome, noir, blanc, gris ou rouge. L'Apple Watch est un bon produit, mais trop compliqué. Nos montres sont simples et abordables financièrement. Plaide Christophe Araton, $149 pour la Racer, moitié moins que l'Apple Watch. De l'aveu même de ses créateurs qui vantent l'opposé de l'Apple Watch, pour $100, la montre taïwanaise Nudu n'offre pas grand-chose en comparaison. Elle reçoit bien des notifications du smartphone auquel elle est connectée, mais c'est à peu près tout. Les équipementiers attendent avec impatience la publication par Apple de ses ventes depuis le lancement de sa montre en avril. Certains analystes ont revisité leurs prévisions à 15 millions, d'autres pensent qu'elle pourrait crever le plafond et atteindre plus de 40 millions d'unités. Bloqués à l'aéroport de LaGuardia à New York, les troupes du Roi Lion et d'Aladin ont improvisé un show pour le grand bonheur des passagers, mais aussi des internautes. Un concert improvisé façon Broadway Show, au programme l'histoire de la vie et les nuits d'Arabie, et bien que le spectacle commence.
Et sur le web, on vous embarque direction Hawaï maintenant, plus précisément au lycée Ka'u'u. Des étudiants ont organisé une performance très spéciale pour fêter la remise de leur diplôme de fin d'année. La danse et le chant sont des traditions qui existent depuis 1995 dans cette école. Les 215 diplômés reprennent des titres populaires et pour terminer, ils réalisent un haka intitulé Kaipaua Kora. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.